et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut à toi qui as choisi de lancer cet épisode dans tes oreilles. Si c'est la première fois que tu écoutes un épisode de Filles Expat, on te souhaite la bienvenue. Plus d'une centaine d'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne si tu souhaites découvrir d'autres histoires inspirantes. Et si ce n'est pas la première fois que tu nous écoutes, alors merci à toi de ta fidélité. Oublie pas de t'abonner à la chaîne sur l'application que tu utilises. Je suis ravie de pouvoir vous partager la conversation que je vais avoir avec Megan, aventureuse qui a participé à l'émission Koh Lanta 2024. Petite parenthèse, car je tiens à remercier Elodie qui nous a mises en relation. Merci à toi Hello. Pour celles et ceux qui connaissent pas Koh Lanta, c'est une émission de télévision française de télé-réalité où 20 candidats répartis en 2 équipes sont livrés à eux-mêmes sur une île avec pour but de se maintenir jusqu'au bout de la saison. Mais on parlera de tout ça un peu plus en détail dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai surtout demandé à Megan de se joindre à moi car j'aimerais que l'on voit ensemble comment il est possible de faire face à ses peurs en dehors des frontières. Donc sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Megan, si tu veux bien commencer par nous donner ton âge et nous dire de la ville d'où tu nous parles aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi c'est Megan, j'ai 30 ans et aujourd'hui je vous parle de la ville d'Attu en Belgique, où j'habite maintenant. Ah, t'habites en Belgique? Moi je pensais que t'étais en Moselle. Eh ben en fait, je suis née en Moselle, sur le canapé de mes parents à Talange, et ensuite j'ai travaillé au Luxembourg après mes nombreux voyages et j'ai rencontré un petit Belge et c'est pour ça que maintenant on habite tous les deux en Belgique. Ok, et c'est fou parce qu'on était presque voisines, moi j'étais de Richemont. Ah, énorme. Oui, c'est vrai. On aurait pu même se croiser n'importe quand. Bah ça se trouve on s'est déjà croisés, on ne le sait pas, au Cora à Mont-de-Lange, tu sais. Ah oui, ça se trouve, parce que j'y allais souvent. Et ben voilà, non mais c'est fou. Et puis moi d'ailleurs quand j'ai vu qu'il y avait une Mosellane qui participait à l'émission, j'étais mais c'est trop bien. Et c'est même ça qui m'a incité à regarder parce que à la base je regarde pas forcément chaque année parce que comme on est obligé de regarder en replay ici à l'étranger, des fois c'est un peu chiant. C'est vrai que quand t'es en France c'est plus pratique je trouve à suivre, mais à distance c'est un peu plus embêtant, mais bon bref. Écoute Megan, avant qu'on rentre dans le détail de ta petite vie, je vais te poser une question signature du podcast, c'est quelle a été pour toi la différence culturelle la plus surprenante que tu as expérimentée au fil de ta vie et comment as-tu fait pour t'y adapter? Alors moi, ce qui m'avait le plus surpris dans mes premiers voyages à l'étranger, donc j'étais d'abord partie 1 an en Nouvelle-Zélande, puis vivre 2 ans en Australie, et ce qui m'a vraiment le plus sauté aux yeux et choqué et fait de la peine à la fois, c'était de voir que les propres habitants de leur pays étaient rejetés. Par exemple, quand on demande un visa pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie, on nous demande si on est aborigène ou non, et pareil pour la Nouvelle-Zélande. Et une fois qu'on est sur place, on comprend pourquoi. Ils sont vraiment mis à l'écart. En Australie, ils étaient carrément, entre guillemets, pactés dans des régions particulières, dans des lotissements conçus exprès pour. Et c'est ce qui m'avait le plus choqué, qu'ils soient carrément mis en marche comme ça de leur société, alors que c'était les premiers habitants de ce pays. Clairement, on a la même chose ici au Canada, donc je comprends parfaitement de quoi tu parles. Et c'est vrai que ça attriste. Bah écoute, avant qu'on rentre justement dans ce détail de ton expérience en Nouvelle-Zélande et en Australie, est-ce que tu peux nous dire un peu, donc t'as grandi, t'es née à Talange, t'es restée en Moselle, t'as fait des études, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des études au lycée hôtelier de Metz, en restauration. Après, j'ai poursuivi en licence management des activités hôtelières pour pouvoir justement partir travailler et vivre à l'étranger, parce que la licence est reconnue alors que le BTS non. Donc à la suite de ça, je suis partie directement vivre 1 an en Nouvelle-Zélande et ensuite 2 années en Australie. Donc toi déjà à la sortie de ton bac, t'étais déjà prédestinée à vouloir vivre à l'étranger. Qu'est-ce qui a fait chez toi que t'avais cette envie justement? J'ai toujours eu cette envie de voyager depuis que je suis assez jeune. Peut-être que c'est venu des nombreux voyages que j'avais faits en famille avec mes parents et ma sœur. On avait l'occasion de faire un stage à l'étranger en BTS. Il y avait 2 places, soit pour le Canada, soit pour le Mexique. Et j'avais demandé en premier vue le Canada et je l'avais obtenu. Et je pense que ce stage de 3 mois au Québec m'a
m'a fortement encouragée à avoir encore plus envie de voyager par la suite. Est-ce que tu avais des peurs à ce moment-là de partir justement 3 mois au Canada? Pour les 3 mois au Canada, j'avais pas vraiment de peur parce que c'était hyper bien encadré. Ce stage, on avait juste à prendre les billets d'avion, tout était géré sur place. On avait un responsable qui s'occupait de nous, un hébergement. Donc là, pas de peur, juste une grande excitation de partir à l'aventure. Et le fait qu'il y ait 6 heures de décalage horaire entre le Québec et la France, est-ce que tu as senti un manque par rapport à ta famille, ton entourage, ou plutôt tu as vécu l'expérience à fond? Ça m'a permis de vivre l'expérience à fond. On était un super groupe sur place, on est parti avec 4 autres filles, donc c'est vrai qu'on a créé de super liens là-bas, et on s'est aussi très bien entendu avec les personnes qui travaillaient avec nous à l'hôtel, et c'était magique. Et le retour, il a été assez simple à gérer, justement, quand on vit une aventure aussi folle? Le retour a été assez compliqué. J'ai même failli arrêter mon BTS pour pouvoir rester vivre au Canada. Mais après, après moult discussions avec mes parents et être un petit peu plus raisonnée. Quand on commence un BTS, c'est pour finir la 2e année et avoir le diplôme. Donc, il y avait d'autres projets derrière à réaliser avant. Et suite à ce BTS, tu t'es pas dit, je vais retourner au Canada, c'est sûr et certain? Je me suis dit que je retournerais au Canada un jour, mais je voulais vraiment encore continuer la licence et ça me tenait à cœur de découvrir d'abord d'autres pays avant d'aller vivre pour de bon au Canada. Du moins, c'était les projets avant. Les projets d'avant. Et donc, du coup, tu avais cette envie d'aller découvrir la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Est-ce que tu te souviens déjà pourquoi ces pays-là et pas d'autres? Et quelles étaient justement, est-ce que tu avais des peurs ou c'était vraiment aussi que l'excitation? Alors, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était pour être sûr de parler anglais. Et d'aller aussi assez loin et de découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. Et je me souviens que ma première peur, surtout pour la première année en Nouvelle-Zélande, c'était de ne pas arriver à m'en sortir au niveau de la langue. Je pensais avoir des bases en anglais et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que pas du tout. On a l'impression, quand on est à l'école en France, qu'on se débrouille pas trop mal en anglais, mais sur place, c'est pas du tout la même chose. Ils ont un accent atypique qu'il faut arriver à comprendre. Il faut déjà le temps que l'oreille se fasse et après, il faut pratiquer parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout un bon niveau une fois sur place. Et comment tu faisais pour pratiquer justement? Je me suis forcée à parler avec des collègues de Nouvelle-Zélande et Australiens qui étaient vraiment natifs. Au début, c'était assez compliqué, ils me comprenaient pas souvent. Et puis à force de persévérer, de leur parler et de souvent les écouter, j'y suis arrivée. Ouais, parce que ça doit être un peu frustrant justement quand tu essaies de t'exprimer et que tu vois que t'es pas comprise. Est-ce que tu arrivais justement à passer cette étape de frustration et te dire je vais continuer à répéter, quitte à le répéter 10 fois, mais je vais me faire comprendre? Au début, c'était vrai que c'était super frustrant. Puis après, on a le réflexe de prendre le téléphone et d'aller sur Google Traduction et de se débrouiller un peu comme ça dès qu'on a le temps. Ouais, au bout d'un moment, ça finit par passer, quoi. Oui, ça finit par passer. Et ce qui m'a vraiment motivée en Nouvelle-Zélande à arriver à parler anglais, c'est que j'ai failli pas trouver de travail. J'ai trouvé un bistrot français sur place qui a bien voulu me laisser ma chance parce que du coup, j'étais française. Donc j'ai commencé au run à juste emmener les assiettes du plan de travail en cuisine jusqu'à la table et juste présenter le plat. Donc j'apprenais bêtement par cœur la phrase pour le présenter. Mais si après je voulais évoluer et passer serveuse, waitress comme on dit, il fallait absolument que je puisse me débrouiller en anglais pour comprendre les clients et répondre à leurs attentes. Est-ce que tu as fini par obtenir ce job de waitress? J'ai fini par l'obtenir. Bon, j'ai dû un petit peu pousser parce que ouais, j'ai dû un petit peu pousser. Mon chef était pas d'accord, donc j'ai été voir le grand patron et je lui ai dit que si j'avais pas la place de serveuse ici, je la trouverais ailleurs. Et puis ça a fonctionné. Ah, super. Et donc après ces 3 ans justement en Océanie, t'avais pas cette envie de vouloir rester? Tu sentais le besoin de rentrer en France? C'est pas que j'ai pas ressenti le besoin de vouloir rester sur place, mais j'avais envie de découvrir d'autres pays. Et avec le Covid qui est arrivé, l'Australie fermait ses frontières aux étrangers. Il y avait carrément des annonces du gouvernement à la télé qui nous invitaient fortement à rentrer chez nous. Et au début, je suis encore un petit peu restée sur place, mais le travail était pour les Australiens. Donc j'étais sur place, mais j'étais plus prise à l'époque pour les chantiers pour lesquels je travaillais, donc je suis rentrée. Ah ouais, toi t'es rentrée dans le contexte Covid du coup? Oui, c'est ça, c'est le Covid. J'avais mon visa qui était encore valable pendant 2 mois, mais à cause du Covid, j'ai dû rentrer plus tôt. Et donc là t'es rentrée et parce que du coup tu rentres, t'as pas de projet, t'as pas de travail,
travail? Ouais, c'est ça, je rentre, j'ai pas de projet, pas de travail. Enfin, en projet, j'avais quand même de demander le Working Holiday Visa pour le Canada, sachant que c'était en tout cas à l'époque par tirage au sort, donc ça peut prendre 1 an, 2 ans ou plus pour l'avoir. Donc les inscriptions étaient carrément fermées. On pouvait plus y postuler à cause du Covid. Donc en attendant, j'ai trouvé un travail près de la France, au Luxembourg, pour gagner une bonne paye, mettre le plus rapidement possible de l'argent de côté et pouvoir repartir ensuite. Ok, parce que moi, tu vois, quand ils te présentaient dans l'émission justement que tu travaillais dans l'automobile, je pensais que c'était ton expertise en fait. Ah non, ouais, je suis vraiment tombée par hasard dans le milieu de l'automobile. Le premier travail que j'ai trouvé dans l'agence intérim dans laquelle j'étais inscrite, c'était un travail administratif dans une société de location de véhicules. Ça se fait beaucoup au Luxembourg, le leasing, c'est dans le package salarial. Donc je suis restée pendant 1 an et demi dans la société-là. Et après, j'ai eu une opportunité de passer vendeur dans une concession automobile. Et donc, j'ai foncé. Ok. Et pendant cette période, est-ce que c'est là où tu as commencé à te poser des questions pour participer à l'émission ou est-ce que c'est un peu tombé par hasard ? Ah, ça faisait déjà longtemps que je voulais participer à Koh Lanta. J'avais déjà postulé la dernière année quand j'étais en Australie. J'avais envoyé mon dossier, donc je sais pas s'il est arrivé puisqu'on peut pas l'envoyer en suivi. Mais voilà, j'avais postulé une première fois. Après, j'avais repostulé l'année d'après et l'année dernière, l'année pour laquelle j'ai été prise. Ok, donc c'était ta 3e candidature. Oui, c'est ça, c'était la 3e fois. Ok. Et à quel moment t'as rencontré ton copain ? Est-ce que vous en avez parlé ? Alors du coup, j'ai rencontré Nico quand je travaillais dans la première société de leasing. C'est là qu'on s'est rencontrés au travail. Et donc, j'avais déjà postulé à Koh Lanta en parallèle de ce travail dans la société de leasing. Donc, il était déjà au courant que j'avais postulé, mais j'avais été que jusqu'à la première étape, qui est de se présenter avec une courte vidéo. Et donc après, l'année dernière, quand j'ai repostulé, il était à fond derrière. Et là, il a vraiment suivi étape par étape jusqu'à la réponse ultime. Mmh. Et c'était quoi ta motivation première de vouloir participer à Koh Lanta ? Ah, ma motivation première, c'était de réaliser mon rêve le plus fou. J'avais déjà pas mal voyagé, mais c'est vrai que participer à Koh Lanta, c'était encore, je trouve, complètement différent des voyages. C'est une aventure où on va faire face à la fatigue, au manque de nourriture, à vivre avec des totales inconnus pendant X jours sur une île déserte. Et j'ai jamais loupé une seule saison. Même quand j'étais à l'étranger, je téléchargeais un VPN pour pouvoir justement voir chaque épisode. Salut, c'est la Kelly du montage. Je me permets de faire une petite interruption ici pour parler de ce que c'est le VPN dont Megan parle. Donc en fait, en résumé, un VPN, c'est ce qui nous permet depuis l'étranger de regarder les émissions françaises. Parce que lorsque Internet se rend compte qu'on n'est pas localisé en France, on n'a pas la possibilité de regarder les replays de Koh Lanta ou d'autres émissions. Inversement, si tu es situé en France et que tu souhaites regarder des replays, par exemple Koh Lanta, c'est Survivors dans les pays américains, et ben c'est pareil, il va te falloir un VPN. Je me permets aussi cette petite introduction pour vous dire que moi j'utilise un VPN depuis de très très nombreuses années et j'utilise d'ailleurs NordVPN en ce qui me concerne et je leur ai demandé à ce qu'on fasse un partenariat. Donc en gros, c'est si ça t'intéresse d'avoir toi aussi un VPN qui va d'ailleurs protéger ton ordinateur, c'est aussi très important. Je mettrai le lien affilié que j'ai avec NordVPN. Donc vous, ça vous permet d'économiser 4 mois sur votre abonnement. Ça coûte environ 3 € par mois, donc c'est vraiment négligeable. Moi, c'est quelque chose dont je peux plus me passer. Ça, je dis pas ça justement juste pour faire de la pub. C'est vraiment une réalité. Depuis que je vis à l'étranger, c'est juste impossible que je m'en sépare. Donc si c'est quelque chose que tu aimerais tester, tu peux également tester pendant 30 jours gratuits sans obligation d'achat, bien évidemment. Je te mettrai toutes les infos dans la description de ces épisodes. Et maintenant, reprenons mon échange avec Megan. Et puis chaque année, je me dis ça, un jour je le ferai, un jour je le ferai. Et puis voilà, j'ai enfin eu la chance de concrétiser. C'est drôle parce que moi, plus je regarde l'émission, moins j'ai envie de faire l'émission. Ah, c'est vrai, moi, c'est tout le contraire. La seule motivation que j'aurais, ça serait de perdre du poids, tu vois. Je me dis, hop, là, moi, je suis sûre d'en perdre. Ouais, mais le poids qu'on perd là, après, on le reprend super vite derrière, donc c'est même pas une bonne technique. Tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, on va en parler de ça parce que j'ai quelques questions d'auditrices et d'auditeurs et on reparlera un peu de tout ça. Mais est-ce que tu avais quand même des peurs pendant les inscriptions ? Pendant tout le casting, j'ai eu aucune peur à part la peur de ne pas être prise et de ne pas pouvoir réaliser ce rêve-là. Mais sinon, non, j'avais vraiment hâte. J'allais de plus en plus m'entraîner à la salle de sport. Je me projetais un peu. Je commençais à me dire, voilà, bientôt,
je vais presque plus rien manger, ça sera super compliqué. Mais non, pas de peur en particulier, j'avais juste hâte de partir. Ça dure combien de temps justement toutes ces étapes de sélection? Ça dure 6 mois, de la première étape qu'on passe jusqu'à la réponse finale. Ok, et au moment où t'as la réponse, t'as combien de temps pour t'apprêter à partir? 2 à 3 semaines. C'est ultra rapide. Oh, c'est rapide. Ouais, c'est super rapide. Ouais, et ton travail, tu les avais prévenus que tu avais postulé? Je les avais pas prévenus que j'avais postulé parce qu'en plus j'étais encore en période d'essai. Donc c'est toujours un petit peu tendu au niveau de l'employeur. Par contre, quand on a été tourner le portrait du coup là où je travaille dans ma concession, je leur ai expliqué, enfin c'est la production qui s'occupe de ça, on explique que c'est pour voilà un portrait sur une frontalière qui habite en France, qui travaille au Luxembourg. Ouais, sans rentrer dans les détails quoi. C'est ça, sans rentrer dans les détails, parce qu'en fait, on peut pas parler de notre participation jusqu'à la diffusion. Ça doit être super confidentiel et ça peut être un motif de rupture de contrat, entre guillemets, quoi, de ne pas aller sur l'île. Et donc, tu pouvais même pas en parler à ton copain, tes parents, à personne? On n'est pas censé en parler à notre entourage, mais bien sûr que j'en avais parlé au moins à mes parents et à mon copain. Ils auraient trouvé ça bizarre. Mes parents, on s'appelle pratiquement une fois par jour. On se voit au moins 1 à 2 fois par semaine. Et puis Nico, impossible de lui cacher que je vais quelque part pendant aussi longtemps, à part faire croire à une rupture, mais ça me tentait pas du tout, quoi. Tu m'étonnes. Et est-ce que tu te souviens de ce moment justement où t'as eu cet appel, j'imagine qu'il t'appelle pour te dire que t'es sélectionnée et que tu vas partir? Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais? Quand on m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle, j'ai vraiment le cœur qui s'est mis à battre la chamade. J'ai immédiatement pleuré, donc j'ai laissé une bonne pause au téléphone pour pas que ça s'entende, mais vraiment je me suis dit purée, ça y est, t'as été prise, tu vas y aller, tu vas foncer et ça va bien se passer. Et là, est-ce que tu te fais une liste de tous les plats que tu vas vouloir manger avant de partir? Figure-toi que je me suis pas fait de liste, mais j'ai mangé les 15 derniers jours, donc du moment où j'ai eu l'appel, j'ai mangé chaque jour, chaque midi, chaque soir, des fois même un 4 heures, d'une chose qui me manquerait sur l'île. Et je pense que ça m'a permis sur place de tenir au niveau manque de nourriture. Ok. Et c'était quoi ces choses un peu genre du chocolat, du saucisson? Oh ouais, tout ça. Chocolat, saucisson, comté, un bon petit gin aussi, des bonnes petites bières, de la mousse de canard, plein de choses. Vraiment tout ce que j'adore manger, j'ai vraiment fait le tour. Ouais, surtout qu'en Belgique, les bières, elles doivent être bien bonnes, quoi. Ah, super bonnes. Et moi, il y a quelque chose, et d'ailleurs j'ai une auditrice qui m'a posé la question, et moi je me suis dit pareil, c'est au niveau des règles, parce qu'on est des femmes, et on a nos règles. Comment tu gères cette partie-là, justement? En général, les femmes prolongent leur pilule. Elles arrêtent pas de la prendre, et du coup ça fait qu'elles n'ont pas leurs règles. Moi j'avais un implant hormonal, donc j'ai eu mes règles pile en arrivant sur l'île, qui ont duré une bonne dizaine de jours. Et en plus, on est fatigué, on mange pas. En plus de ça, il y a les règles qui tombent. Mais voilà, on a le droit à nos protections. Voilà, que ça soit serviette ou tampon, on a le droit d'utiliser. Ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est donné au compte-gouttes, on n'en manque pas. Ah ok, ouais, super. Bon, ça tombait bien que t'étais dans l'équipe des rouges, au moins s'il y avait une petite fuite, ça pourrait passer. Je sais quand même que tu faisais partie de l'équipe des rouges. Oui, c'est vrai. Une fois, je suis sortie de l'eau, puis j'ai ma copine qui crie « Ah, tu t'es coupé la cuisse, tu t'es coupé la cuisse !» Moi, je me dis « Mais comment j'aurais pu faire pour me couper la cuisse? J'ai rien fait. » Et en fait, c'était justement un petit souci de femme. Ah oui, ce genre de choses, ouais, ça arrive malheureusement. Oui. Donc toi, t'avais pas vraiment de peur, mais au moment quand t'es dans l'avion, parce que j'imagine, je sais pas comment ça se passe, mais est-ce qu'on te met dans un avion et tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir? Comment ça se passe et dans quel état d'esprit tu te sens? Écoute, en y réfléchissant, c'est vrai que j'avais quand même une peur. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé la natation à l'âge de 5 ans et j'ai nagé à haut niveau pendant 10 ans. Donc pendant ces 11 années de natation, quand je suis passée en sport-études, je me nourrissais pas bien. J'aimais pas ce qui était servi pour les sportifs à la cantine, et en nageant 7 km par jour du lundi au vendredi, plus les compétitions, les week-ends, j'ai pas tenu physiquement. Je faisais des malaises en nageant, voilà, j'ai eu des gros soucis de santé, et donc mes parents ont dû m'enlever de sport-études, voilà, pour ma santé. Et c'est vrai que ça, c'était la seule peur que j'avais en me projetant sur l'île, c'était qu'avec le manque de nourriture et toutes les épreuves sportives, mon physique me relâche à nouveau. Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que tu avais pris des cours de survie, ou est-ce que tu avais regardé des vidéos YouTube ou lu des livres? Non. Non, la seule vidéo YouTube que j'ai regardée, c'était juste avant de partir. J'ai regardé comment utiliser une boussole, un petit tuto sur internet. Vraiment?
Vraiment. Voilà, au cas où je me voyais vraiment bien aller à l'orientation. J'ai fait plusieurs rêves où j'y étais. Donc je me suis dit, allez, au moins être sûre que l'aiguille du Nord doit bien être sur la petite aiguille rouge et après, voilà, s'aiguiller. J'adore. Et donc justement, comment ça se passe ce vol d'acheminement est-ce que tu vois d'autres candidats? Est-ce qu'on vous bande les yeux? Comment ça se passe? Alors on n'a pas les yeux bandés parce qu'on est dans des avions avec des personnes lambda. Par exemple, quand tu pars en voyage, tu pourrais très bien tomber avec les futurs aventuriers de Koh-Lanta dans l'avion. Donc t'es dans un avion et est-ce que tu connais la destination à ce moment-là? On connaît pas la destination, non. On connaît vraiment, on voit au fur et à mesure des avions la destination sur le tableau de bord qu'on a. Mais non, on connaît pas du tout la destination, c'est vraiment la surprise jusqu'à qu'on arrive. Et est-ce que t'as quelqu'un de la production qui t'accompagne ou t'es vraiment livré à toi-même? On a des personnes de la production qui nous accompagnent pour être sûr qu'on fasse bon voyage, qui s'occupent de nos papiers et qui veillent sur nous. Top. Et est-ce que tu te souviens de ce moment où t'as pris ta dernière douche avant de partir? Ouais, je me souviens de cette dernière douche avant de partir. J'avais déjà pas de shampoing. Donc j'ai commencé l'aventure avec les cheveux déjà sales. J'étais ravie. Bah écoute, comme ça au moins t'es directement plongée dans le bain. Et est-ce que t'avais bien dormi la veille justement? Moi je pense que j'aurais même pas dormi. C'est compliqué d'arriver à dormir tellement on est excité en arrivant. Puis il y a déjà le décalage horaire avant qu'on soit jeté dans la compétition. Donc ouais, pas facile d'arriver à trouver le sommeil. Et, est-ce que tu te souviens de ce moment où t'as commencé à rencontrer tous les autres candidats? Est-ce que tu t'es sentie rapidement à l'aise? Du coup, j'ai commencé à rencontrer les autres candidats dans le camion. Parce que, comme tu as pu le constater, on n'a pas sauté du bateau, on est arrivé dans le camion, c'était une arrivée inédite. Et quand j'ai regardé les gabarits, je me suis sentie assez intimidée et je me suis dit que le niveau cette année était assez haut et que j'allais tout faire pour m'en sortir et aller le plus loin possible. Ouais, donc toi, tu as cette capacité mentale de te dire tout va bien se passer et de positiver malgré ce qui est face à toi, en fait. Ah oui, je positive en général, ouais, de manière générale. Je pense que c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée et j'arrive souvent à positiver, même dans les moments difficiles. J'ai cru lire sur un site internet, je sais pas si c'est vrai, tu me corrigeras si c'est faux, mais dans ton profil, on te définissait comme quelqu'un de très compétitive. C'est vrai qu'avec du coup les 11 années de natation à haut niveau, j'adore la compétition et quand je me lance un défi, je vais jusqu'au bout. Et t'aimes pas perdre? Non, j'aime pas perdre. Mais bon. Donc, dans ce que j'ai lu, c'était bien juste. Mais bon, au moins, ce qui est cool, c'est qu'avec tes années de natation, tu savais que t'allais avoir une petite longueur d'avance pour les épreuves dans l'eau, justement. Et je crois qu'ils ont mis ça en avant dans l'émission. Mon portrait entier a pas été tourné. Mais moi, dans mon mini-portrait, on me voit juste à la concession. Justement, ils avaient tourné le portrait entier, mais ils l'ont pas diffusé. J'ai eu que les 20 secondes quand je suis au travail dans la voiture. Ils ont peut-être fait un commentaire pendant l'une des épreuves alors, mais j'ai l'impression que j'ai entendu quelque chose. Ah oui, c'était ça. Oui, il y avait bien on avait eu un commentaire de Denis pendant l'épreuve d'apnée pour récupérer les tortues. J'ai vu les premières émissions, après je suis partie voyager en Colombie, donc je suis partie à moi et du coup j'ai arrêté de regarder pendant mon voyage et après j'ai complètement perdu le fil. Les autres questions que j'ai aussi par rapport à l'hygiène, ou pas forcément liée à l'hygiène, mais une question qui m'a été posée, c'est quel a été pour toi le plus difficile à gérer? Alors le plus difficile à gérer, je dirais que c'était quand même le manque de nourriture. Je buvais énormément d'eau pour essayer de combler et d'avoir l'impression de ne pas vraiment avoir faim. Mais ça, c'est sacrément dur. Je n'ose même pas imaginer. Parce que l'eau, du coup, vous deviez aussi la chercher, mais est-ce que du coup, il y avait quand même beaucoup de ressources en eau? Il y a énormément de ressources en eau, ça, on n'en manque jamais. C'est vrai qu'il faut aller la chercher et remplir toutes nos gourdes à chaque fois, reprendre toutes les gourdes. Mais j'avais une super technique pour boire beaucoup d'eau sans beaucoup aller la remplir. Je vidais toutes les gourdes de mes coéquipiers et après, on allait tous chercher l'eau ensemble. Et c'est ça le travail d'équipe. Oui, c'est ça. Écoute, les autres, ils avaient pas trop soif. Ils avaient pas cette faim aussi et cette soif? Ils avaient super faim, mais ils s'hydrataient pas tant que ça. Enfin, du moins, beaucoup moins que moi, je trouve. Ouais, parce que je pense que boire de l'eau, justement, ça te prend un peu de place dans l'estomac. Ça peut aider peut-être avec la faim. Parce que j'aurais
j'aurais pensé en tout cas. Oui, c'est clair. Et on m'a posé justement comme question, est-ce que la production vous donne de la nourriture si vous êtes vraiment à sec et que quelqu'un commence à être vraiment dans le mal? Est-ce qu'on va vous ramener quelque chose ou pas du tout? On ne nous donne jamais de nourriture, jamais de soda non plus pour nous retaper. On n'a vraiment rien du tout. Nous, chez les ex-rouges, donc les Matoukades, on a mis 7 jours avant d'avoir le feu. Et pendant les 7 jours-là, on n'a vraiment rien eu du tout. On a mangé que 2 petits bouts de coco et un bout de canne à sucre. C'est énorme. C'est vraiment, c'est rien du tout. Sur 7 jours d'aventure, c'était extrêmement dur. Et pareil, sur le reste, la suite de l'aventure, on nous donne vraiment rien. Ouais, c'est fou. 7 jours sans manger. Oh, enfin, parce que pour moi, ce que t'as mangé, ça compte même pas. Ah oui, bah la première semaine, j'avais rêvé que je participais à l'élection Miss France tellement j'avais le ventre plat et que j'avais jamais eu un ventre plat comme ça. C'est fou les rêves qu'on fait quand on est sur une île déserte. T'as perdu combien de poids, toi, au final, entre le début et la fin? J'ai perdu 10 kilos. 10 kilos, ouais, c'est énorme. Et t'es resté combien de temps en termes de jours sur l'île? Je suis restée 32 jours sur 38 jours au total d'aventure. Ouais, c'est énorme. Presque jusqu'en finale. Ouais. T'es pas déçue, justement, de pas avoir été jusqu'en finale? Ah, je suis déçue de pas être arrivée à aller plus loin, surtout aussi proche de la finale. Mais c'est que c'était pas fait pour moi cette année. J'aurais dû être plus méfiante au niveau des stratégies. Surtout après les 2 épreuves qu'on a gagnées avec Jean quand on était en binôme. Je pense que ça a attiré le regard des autres aventuriers sur nous et que j'aurais dû vraiment plus me méfier. Ouais, parce que c'est ça qui est fou avec cette émission, c'est que t'es pas seulement en train d'essayer de te nourrir et de t'hydrater et tu vois, de garder la patate, c'est que t'es aussi obligé de faire des plans stratégiques entre les gens. Enfin, ça doit être vraiment compliqué au quotidien, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. On peut pas juste être un bon aventurier avec les épreuves sportives et la survie. Il faut vraiment ajouter à ça la stratégie, sinon on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller loin. Après, je me suis bien amusée en me découvrant un petit côté stratège, mais qui est pris, qui croyait prendre. C'est pas grave, tu pourras toujours reparticiper à un de ces 4 et puis là, cette fois, faire preuve d'un petit peu plus de stratégie. Ah oui, j'espère que je pourrai refaire un All-Star. Donc là, même après 32 jours sans avoir mangé de tartiflette, t'as quand même envie de reparticiper à l'émission? Ah oui, si on me rappelle, je signe tout de suite. De toute façon, j'ai pas défait mon sac d'aventure, donc je peux repartir immédiatement. Ouais, je suis nostalgique. Il y a quoi dans ce sac, à part un maillot de bain? Dans ce sac, du coup, il y a un maillot de bain qui ressemble plus à rien après l'épreuve de la boue. C'est fini le beau maillot de bain multicolore. Après, du coup, il y a 2 paires de chaussures. Donc moi, j'avais pris 2 paires de baskets, un legging long, un t-shirt, un haut à manches longues, un sweat, 2 pauvres petites culottes, un chapeau. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, on vous limite en termes de poids? C'est pas en termes de poids qu'on nous limite, c'est en termes vraiment d'éléments. Voilà, on a le droit à tant d'habits par personne et c'est bien précisé, voilà, un t-shirt ou des bardeurs, voilà, c'est bien limité. Ok, top. On était sur le sujet niveau alimentaire, donc là, 32 jours avec un ventre ultra plat. Quand tu reviens dans le quotidien normal et que t'as toute cette bouffe à volonté maintenant, est-ce que c'est pas difficile justement pour ton corps? C'est extrêmement difficile pour le corps, le retour à une nourriture normale. C'est des crampes d'estomac pendant 1 mois, des grosses crampes pendant 2 jours non-stop dès qu'on remange de la viande, enfin du moins pour mon cas. Ça a été vraiment vraiment compliqué. J'ai eu tellement de soucis de santé au retour, physiquement, que mon médecin pensait que j'avais attrapé une bactérie ou un virus sur place. Parce que arrivé au camp réunifié, on a été sur l'équipe des jaunes et ils avaient un rocher d'huîtres en plein milieu de l'eau. Et donc on allait à marée basse pour taper les huîtres et les manger fraîches. Donc voilà, il s'était inquiété que j'ai attrapé un virus. Et on vous donne pas un programme justement pour peut-être réintégrer les aliments? Ouais, j'imagine que ça doit être tellement différent pour tout le monde. On est bien suivi, on est vu par le médecin une fois qu'on sort de l'aventure. Ça, il y a aucun souci, on est bien encadré. Il y a aussi un psychologue qui est disponible n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Mais c'est vrai qu'on a beau avoir de bons conseils, le corps, faut quand même qu'il se réhabitue à manger normalement. On peut manger petit à petit, on peut réintroduire tout doucement les protéines, les produits laitiers, mais à chaque fois, il comprend pas ce qui se passe et il nous le fait sentir. Ouais, c'est pas évident. Une autre question, enfin j'en ai encore quelques-unes, c'est est-ce que vous avez des jours off sans caméra? Et si oui, qu'est-ce que vous faites?
pendant ces moments-là? Alors, il se peut qu'il y ait des jours off sans caméra. Ça, je pense que ça dépend de chaque saison, mais en général, un épisode équivaut à 3 jours d'aventure. Donc, par exemple, on va dire le jour 1, on a l'épreuve de confort, le lendemain, l'épreuve d'immunité, et après, le conseil. Des fois, c'est comme ça. Donc, il se peut qu'on ait des jours off sur l'aventure. Mais voilà, on s'occupe à aller chercher à manger, à améliorer notre camp, on s'ennuie pas, on fait passer le temps. Ouais. Je sais bien que tu aies précisé ça parce que justement j'avais une question dans les épisodes, on a l'impression que 2 jours s'écoulent entre l'épreuve de confort et l'épreuve d'immunité, donc c'est effectivement le cas en fait, c'est chaque jour une épreuve. Ça, oui, on a qu'une épreuve par jour, hein. On n'aura jamais 2 épreuves le même jour. Physiquement, je pense même que ça sera impossible par rapport au peu de choses qu'on mange. Il faut quand même qu'on ait du temps de repos et du répit de notre côté. Après, plus la compétition avance et plus les épreuves sont rapprochées. Donc au début, il se pourrait que ça soit étalé sur 3 jours et qu'après ça s'accélère et qu'il y ait vraiment chaque jour des épreuves jusqu'à la fin. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es sur l'île, est-ce que tu penses à ton copain, à ta famille? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là par rapport à eux? J'ai beaucoup pensé à mon copain sur l'île. Je me demandais ce qu'il faisait, voilà, pendant que moi je chassais, j'essayais de pêcher ou que j'étais en fin d'épreuve complètement exténuée. Je me demandais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Quelle heure il doit être en France? Faut savoir qu'on n'a pas de montre sur l'île. On se repère par rapport au soleil quand il se lève, quand il se couche. Donc voilà, j'essayais de deviner un peu ce qu'il pouvait faire, espérer que tout se passe bien sur place, au niveau du basket, de son travail, et que le temps n'est pas trop long, parce que moi je trouve que c'est comme une rupture pour la personne qui nous attend à la maison. Du jour au lendemain, plus un seul message, plus aucune nouvelle. C'est quand même une sacrée épreuve aussi de leur côté. Ah, tu m'étonnes. Puis en plus, tu sais même pas quand est-ce que tu reviens, quoi. Tu peux revenir dans 2 jours, comme dans 30, comme dans 40. Et puis dans quel état tu vas rentrer aussi? Oui, dans quel état on va rentrer, ouais. Justement, ce retour-là, est-ce que tu veux bien nous en parler? Ce retour, assez compliqué parce qu'on retrouve un frigo plein, mais on n'a pas envie de manger. Enfin, moi, personnellement, j'avais tellement envie de continuer l'aventure, d'aller jusqu'au bout, d'aller en finale, que quand je suis rentrée, j'étais super contente de retrouver Nico, de retrouver mes proches. Ça m'a fait vraiment extrêmement de bien. Ça, il n'y a pas à dire. Mais voilà, le retour à la vie de tous les jours, la routine qui s'installe à nouveau. On est un petit peu décalqué et perdu. On s'endort, on n'entend plus le bruit des vagues, on voit plus les magnifiques étoiles quand on va dormir. On voit plus les levées de soleil. Enfin voilà, c'est comme c'est comme un rêve qui se termine. Ouais, même là, même si d'un côté tu dois être contente de retrouver ton petit confort du matelas, mais tu te dis mais j'ai plus les étoiles quand j'ouvre les yeux, quoi. Oui, ça fait bizarre. On réalise vraiment que c'est fini une fois qu'on rentre. Ouais. Et entre le moment où tu rentres et le moment où l'émission est diffusée, il se passe combien de temps? Alors nous, on a attendu pratiquement 1 an. Oh waouh, c'est énorme. C'était super long, surtout qu'en rentrant, on a toujours ce contrat de confidentialité. Donc on peut toujours pas prévenir nos proches qu'on va être diffusé, qu'on a enfin réalisé notre rêve, avoir participé à Koh-Lanta. On peut vraiment rien dire ni sur l'aventure qu'on a vécue, ni sur la future diffusion. Donc c'est vrai que c'est une atmosphère assez particulière. Oui, enfin certaines personnes à qui t'as pas pu en parler, mais s'ils te voient, ils ont bien vu que t'as perdu du poids, qu'il s'est passé quelque chose. Ah ouais, c'est ça, Elodie, je l'avais pas prévenue. En plus, Elodie, je l'adore, c'est ma meilleure amie, mais c'est une sacrée pipelette. Et j'aurais pris trop de risques de lui dire que je partais comme ça sur l'île faire Koh-Lanta. Je pense qu'elle aurait craqué et qu'elle en aurait parlé. Puis on sait très bien, on dit un secret à quelqu'un. Qui dit un secret à quelqu'un, donc il de la confiance. Et puis après, ça se répand et ça arrive vite aux oreilles de TF1. Donc j'avais pas prévenu Elodie, et là où je me suis fait avoir et où beaucoup de mes proches ont vu qu'il y avait quelque chose de pas normal, c'est que l'aventure a débuté le 21 avril et 2 jours après j'avais mon anniversaire. Crap. Donc on me souhaite joyeux anniversaire et je réponds pas du tout, mais pendant pas mal de jours. Alors là j'ai Elodie qui me fait des petits vocaux, ma moche, j'ai été voir sur WhatsApp. Ça fait quand même 28 jours que t'as pas été en ligne. Je me demande si t'es pas parti faire quelque chose et réaliser un rêve. Donc voilà, on rentre, on est tout bronzé, tout maigre. Donc ça devient compliqué de pas en parler autour de nous. Oh, tu m'étonnes. Ou soit, enfin, je sais plus, c'était dans... J'ai l'impression que j'ai vu un... Ah ben non, mais c'est dans Twilight où elle raconte qu'elle va aller s'isoler en Alaska. Ah ouais.
Ah, j'aurais pu peut-être sortir quelque chose comme ça, mais ça aurait pas été mon genre parce que même avec tous les voyages que j'ai faits, j'arrive toujours à avoir une connexion internet et faire des visios pour raconter mes petites anecdotes et envoyer des vidéos. Ah ouais, non, ça doit être, ouais, ça doit être vraiment difficile. Et en plus, là, ce qui doit être aussi d'autant plus difficile, c'est donc là, tu as cette période d'attente. Et là, maintenant, l'émission est diffusée, tu vas te reprendre une autre claque. Maintenant, tu replonges dans le bain de l'aventure. Est-ce que tu appréhendais un peu justement la première émission ? Alors j'appréhendais la première émission et heureusement on la voit avec les autres candidats en avant-première. Donc comme ça on voit avant tout le monde le premier épisode diffusé tous ensemble, c'est super sympa. Ah, super, ouais. Mais après c'est vrai que à chaque épisode on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé, on se demande si nos exploits vont être montrés, à quoi va ressembler le montage. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre l'aventure qu'on vit sur l'île et la diffusion après, parce que la diffusion, faut montrer les deux équipes. Donc nous, on sait ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti à chaque défaite, à chaque victoire, à chaque petite chose significative et importante pour nous sur l'île. Mais après la diffusion, faut voir les deux équipes et il y a plein de choses qui passent à la trappe. Ils peuvent pas tout montrer. Ouais, non, c'est clair. Sinon, ça serait de longues heures d'émission, donc c'est pas possible. Est-ce que tu es toujours resté en contact avec les personnes de ton équipe ou l'équipe adverse ? Ah oui, je suis encore en contact avec pas mal de candidats, surtout de mon équipe rouge, mais aussi certains jaunes avec qui ça avait vraiment bien collé. Il y a une bonne ambiance. Ouais, j'imagine bien le petit groupe et pendant l'émission, on s'envoie des petits messages. Ah oui, c'est clair. Des petits messages à certains groupes un peu plus confidentiels que d'autres, avec des petits pics, ouais. Est-ce que tu as regardé avec ton copain l'émission ? Ah oui, à chaque fois, chaque mardi, il y avait du monde à la maison. J'ai regardé tous les épisodes avec Nico, avec mes parents, mes cousins, mes cousines, mes amis. On a vraiment fait chaque mardi avec un autre groupe, des tontons, des tatas. Enfin là, on a vraiment profité à fond. Excellent. Ouais, ça devait être chouette comme moment, tous ensemble. Tout en même temps, il faut que tu gardes le silence sur la suite de l'aventure. Tu peux rien dire. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, j'ai dû regarder chaque épisode en replay parce qu'on se rend pas compte, mais quand on a toute la famille sur le canapé devant la télé, tout le monde parle, tout le monde commente. Et nous, on a absolument envie de tout entendre parce que si on loupe un indice, ça change tout le reste de l'aventure. Donc ça, c'était compliqué. Ouais, tout le monde qui commente et puis moi qui avais envie d'écouter les épisodes. Excellent. Là, je pense que j'ai posé toutes les questions que les auditeurs et auditrices. Peut-être une petite dernière question, c'est que là, est-ce que tu as repris ton travail dans la concession automobile ou est-ce que tu es un peu dans cette phase de transition ? Quels sont un peu tes projets du moment ? Donc j'étais dans la vente au niveau déjà du lycée hôtelier, ça me plaisait bien. Après j'ai basculé dans la vente automobile. Là pour être honnête, je pense que je vais changer parce que la vente c'est quand même souvent payé aux commissions et que du coup c'est quand même un travail assez stressant. Où on s'investit vraiment énormément et où il n'y a aucune sûreté derrière par rapport aux primes et tout ça. Donc là, j'aimerais trouver un travail qui me correspond à 100%, pour lequel je sois vraiment heureuse de me lever chaque matin. Et pourquoi pas travailler dans quelque chose de local, une romerie, voilà, quelque chose vraiment typique de l'île. Ça me plairait énormément. C'est une bonne idée. Je te mettrai en contact avec une personne que je connais qui travaille dans la meilleure romerie de Guadeloupe, enfin en tout cas ma préférée. Ah, trop gentil. J'ai interrogé sa femme. C'est l'épisode justement, je sais plus c'est le combienième dans les 50 je crois, où elle parle de la Guadeloupe justement. C'est son copain à elle qui travaille dans une romerie. Ils sont super sympas. Ah super, écoute, j'irai l'écouter parce que j'en ai écouté mais celui-ci non. Il devrait te plaire. J'ai fait toute une petite série spéciale outre-mer, tu vois, la vie sur les îles. Parce que souvent, on se dit c'est une île française, donc on pense qu'on va arriver et que ça va être OK, on a l'habitude, alors qu'on se rend pas compte qu'il y a énormément de différences. Et justement, j'avais voulu faire cette petite série pour montrer que même si tu restes sur le territoire français, tu vas quand même prendre une claque. J'imagine que même toi, d'être allé en Belgique, tu sens quand même qu'il y a des différences. Ah oui, c'est vrai que déjà en Belgique, on sent pas mal de différences. Je trouve que les Belges sont un peu plus joviales, plus de bonne humeur, moins prise de tête. Donc oui, il y a déjà une différence quand même infime en Belgique. Mais là, c'est vrai que les territoires d'outre-mer, justement, j'attends une bonne claque et un dépaysement, c'est vraiment ce que je recherche. Retrouver le bruit des vagues et les étoiles dans le ciel. Oh oui, ça serait génial. Est-ce que t'as maintenant que t'as vécu ton rêve, est-ce que tu as un nouveau rêve que tu aimerais accomplir ? Un nouveau rêve, maintenant que Koh-Lanta a été réalisé, ça serait vraiment de vivre à l'étranger
avec Nico, que tout se passe bien, puis qu'on se fixe et puis qu'on ait une belle petite vie derrière avec plein de belles surprises. Et puis dépêche-toi, pour Canada, t'as encore 5 ans pour pouvoir faire le PVT. Après 35 ans, c'est foutu. Bah moi j'ai encore 5 ans, mais Nico il en a 34 et les Belges en plus de souvenirs, le visa il s'arrête à leurs 30 ans. Ouais. Ah zut, c'est foutu du coup. Bon après il y a des work visas qui sont possibles à avoir ou directement la résidence permanente si le métier de Nico correspond au Canada. C'est pas faux. Je vois que tu t'es bien renseignée, c'est bien. Ah bah c'était vraiment le projet ultime il y a quelques années, donc ouais je m'étais renseignée. Ok, super. Écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant que je te pose la petite question finale, mais en tout cas, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui justement... Enfin, c'est pas la question finale que je vais te poser, mais si par exemple quelqu'un qui écoute cet épisode en se disant « Ouais, moi j'ai peur de ci, ou j'ai peur de la langue, j'ai peur de... » Peu importe les peurs qu'ils ont, quel serait toi le conseil que tu aimerais donner par rapport à ça ? Bah écoute, déjà je voulais te remercier de m'avoir interviewé pour ton podcast. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, t'es super gentil, tu nous mets à l'aise et c'est une expérience super enrichissante, donc merci à toi. Et après, ce que je dirais du coup aux personnes qui nous écoutent, bah voilà, toutes ces peurs-là, c'est bien d'en avoir. La peur, ça amène la motivation et l'envie de se dépasser, mais je leur dirais vraiment de foncer. Ils perdent rien à essayer, foncez, partez dans le pays, la langue, ça s'apprend sur place. Si vous échouez et que vraiment vous rendez compte que vous êtes trompé sur le pays que vous avez visé, bah c'est qu'il y en a un autre derrière qui vous correspondra mieux. Il faut pas hésiter à foncer, à essayer quoi, à foncer, faire l'expérience, pas avoir peur de la langue. Comme je disais tout à l'heure, ça s'apprend sur place. Voilà, mettez un petit pécule de côté avant de partir pour avoir une petite sécurité derrière, mais vivez vos rêves et voilà. Ouais, parce qu'en plus, comme tu le dis, en justement affrontant tous ces challenges, etc., on se découvre soi-même aussi. Toi, j'imagine que tu as découvert plein de trucs sur toi. Maintenant, tu sais que tu peux passer 7 jours sans manger. Enfin, tu découvres des nouvelles choses. Et je trouve ça incroyable, en fait, d'avoir une vie où justement on en apprend plus sur soi-même au fil des années, quoi. Oui, et ben bizarrement, j'ai plus appris à me connaître pendant les 3 premières années à l'étranger, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que sur l'île. Et justement, je pense que c'est cet avantage-là que j'ai eu sur Koh Lanta, c'est que je me connaissais énormément grâce au voyage. Parce que ça n'a pas été facile, la Nouvelle-Zélande, je suis arrivée, j'ai failli trouver d'abord un travail à la plonge pour arriver justement à apprendre l'anglais. C'était les seuls qui voulaient me prendre avant d'avoir la place dans le bistrot français. Après voilà, on voit l'argent qui fond énormément vite. On va en auberge de jeunesse pour faire des rencontres, mais l'auberge de jeunesse, ça coûte, je trouve, extrêmement cher. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent sur place. J'ai dû même en Nouvelle-Zélande avoir 2 travails pour arriver au début à payer mon loyer et à mettre un petit peu d'argent de côté pour ensuite voyager en van et découvrir le pays. Donc toutes ces choses-là, ça forge le caractère, ça apprend à se découvrir et ça n'a pas de prix. Et finalement, même si ça a été des phases difficiles, si aujourd'hui je te donne l'opportunité d'y retourner et revivre la même expérience, je suis sûre que tu diras oui. Oh, je refonce tout de suite. Ouais. Ah non, c'est clair. Des expériences comme ça, c'est unique. Moi, je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Toi, c'est pareil de ton côté. C'est pour ça que le podcast existe, justement. J'ai envie de montrer à toutes ces femmes et à tous ces hommes, parce qu'il y a aussi des auditeurs qui nous écoutent, c'est justement, il faut se donner cette chance. En tout cas, si c'est un projet qu'on a en tête, oui, ça va être difficile. Il va y avoir des moments difficiles, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'on va retenir au final. Ce qu'on va retenir, ça va être les bons moments et ce qu'on a appris et ce que ça nous a apporté à la fin. Et même si c'est 3 mois, 6 mois, peu importe, mais il faut le faire. Ah oui, c'est clair, c'est une expérience. Comme tu dis, que ça soit quelques mois ou à vie, c'est vraiment c'est à réaliser. Super, merci beaucoup. Et écoute, dernière question, signature, avec du recul, tu dirais que pour toi, quelle a été la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même ? Alors du coup, avec du recul, la plus grande leçon que j'ai prise sur moi-même, c'est justement de jamais baisser les bras et que même quand c'est compliqué, il faut toujours se battre et aller jusqu'au bout pour avoir aucun regret. Voilà, toujours être déterminé, motivé et voilà, foncer. Et garder le sourire parce que tu as tout le temps le sourire, même là pendant l'interview, quand on te suit sur les réseaux sociaux, tu as toujours un grand sourire, j'adore. Ouais, c'est gentil. Là, j'ai tellement souri pendant ton podcast de te voir comme ça, c'est vraiment de te voir, de t'entendre, c'est tellement génial que j'en ai mal aux zygomatiques. Oh, bon ça va, c'est le soir chez toi, tu vas pouvoir aller te reposer. Oui. Non, mais c'est cool. Écoute, Mégane, un énorme merci d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va rester en contact de toute façon.
entraide entre femmes, donc je me ferai un plaisir de te donner tous mes contacts sur les îles et hâte de suivre du coup tes prochaines aventures. Bah écoute, merci encore à toi pour l'interview, je suis super contente de t'avoir rencontré et avec plaisir pour rester en contact et puis même s'appeler à l'occasion pour échanger avec le décalage horaire sur les futurs projets et puis toi tes petits conseils et tout ça. Avec grand plaisir. À très bientôt. Gros bisous.